Entre l'asile et la prison, on mettait à la salpêtrière ce que Paris ne savait pas gérer, les malades et les femmes. Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. En lisant Le bal des folles de Victoria Mass, on est saisi d'effroi. Ce premier roman nous raconte une époque terrible pour les femmes et une époque encore plus terrible pour les maladies mentales. Dans ce 13e épisode, découvrez le premier roman de l'autrice, un roman historique qui bouscule nos certitudes et confirme l'inhumanité d'une époque envers les femmes. Ce roman a reçu le prix Renaudot des lycéens en 2019 et a été adapté au cinéma par Mélanie Laurent en 2021. Je vous fais un avertissement de lecture car ce texte de Victoria Mass nous plonge dans une forme de maltraitance institutionnalisée et revient sur des sévices sexuels notamment subis par les personnes internées. Si ce sujet est trop dur pour vous, je vous invite à ne pas écouter ce podcast. À la salpêtrière, en 1985, pour mieux, entre guillemets, comprendre les femmes et leurs symptômes, la douceur n'était pas de vigueur. D'autres sévices s'ajoutaient alors à la longue liste des douleurs ou des traumatismes des femmes, laissant immanquablement des traces. Victoria Mass nous plonge justement au cœur de cette mécanique de l'aliénation des femmes où le regard masculin, ici médical, finit par créer la folie ou l'aggraver, une folie qu'il prétend pourtant soigner. Pour les internés de la pitié salpêtrière commence, je cite, une lutte muette et quotidienne pour la normalité. Une norme édictée par les hommes, les pères, les maris. Ce thème rejoint d'ailleurs le texte dont je vous parlais dans l'épisode 12, Mon vrai nom est Elisabeth d'Adelion. Cette enquête sur l'arrière-grand-mère de l'autrice, internée pendant de nombreuses années et lobotomisée pour correspondre aux attentes sociales dans les années 40, fait écho de manière glaçante aux patientes de Charcot décrites par Victoria Mass. Dans les deux cas, le corps et l'esprit des femmes deviennent des territoires que l'on mutile pour les faire taire. C'est une sombre histoire que celle des femmes internées à la salpêtrière à la fin du XIXe siècle. Dans Le bal des folles, l'autrice nous présente l'histoire d'un bal où l'hôpital exhibe les folles à la bourgeoisie, soi-disant pour les divertir. Les malades, pas les bourgeois. Éthiquement, la question se pose. Qu'est-ce qu'un bal où sont invités des notables peut provoquer comme effet positif sur des malades ? Il s'agit peut-être d'une manière malsaine de regarder les malades, de se rassurer qu'on est du bon côté de la folie. Ce bal costumé de mi-carême fait se rencontrer deux mondes, les saints, d'un côté, et les aliénés. Victoria Mass signe ici un roman historique sur la salpêtrière, mais aussi sur le traitement des maladies mentales. L'hystérie, l'épilepsie, la mélancolie, les épisodes maniaques, et elle revient sur des expérimentations assez barbares sur les femmes. Le docteur Charcot y fait ses démonstrations d'hypnose. À l'époque, recréer les crises pour les analyser était la norme. La parole des femmes y est, bien sûr, toujours dénigrée, leur corps disséqué, leur esprit violenté. On peut se poser la question de l'impact de cette maltraitance sociale et médicale sur leur psyché. Certains personnages ont subi le pire, l'inceste et le viol, des agressions qui se répètent là où on devrait pourtant prendre soin d'elles. Ça me fait penser à l'épisode sur le texte de Jessie Burton, Méduse.
que je vous invite à écouter pour mieux comprendre l'impact de l'opprobre qui pèse souvent sur les victimes. En lisant ce roman, je me suis dit que les pères étaient trop puissants. Victoria Mass écrit d'ailleurs ceci sur la salpêtrière. La salpêtrière était alors, je cite, un dépotoir pour toutes celles nuisant à l'ordre public, un asile pour toutes celles dont la sensibilité ne répondait pas aux attentes, une prison pour toutes celles coupables d'avoir une opinion, une prison de femmes dans une société de pères et d'époux, bref, une société patriarcale et misogyne. Cette analyse rejoint un essai phare de ma bibliothèque, En bon père de famille de Rose Lamy. Dans cet essai, l'autrice décrypte la place du patriarche qui dispose de presque tous les droits sur sa famille et surtout sur les femmes. C'est un fait historique encore ancré dans nos inconscients. Je cite « Dans ce monde, maintenir la réputation d'un patronyme importe plus que de garder ses filles », peut-on lire dans le bal des folles. Certains pères ne cherchent pas à ce que leurs filles aillent mieux, mais bien à se débarrasser d'elles comme d'un problème en les internant de force. Parfois, des femmes, belles-mères ou tantes, sont complices, mais comme le souligne l'autrice, je cite, « La majorité des aliénés le furent par les hommes, ceux dont elles portaient le nom. » Victoria Mass écrit « La folie des hommes n'est pas comparable à celle des femmes. Les hommes l'exercent sur les autres, les femmes sur elles-mêmes. » Bien sûr, l'objet de ce podcast n'est pas de dire que les hommes ne sont pas sujets à des maladies mentales et qu'ils sont forcément tous mieux traités par la société. Au contraire, les éléments sur la santé mentale des hommes sont inquiétants. Le taux de suicide masculin est très élevé, ce qui montre un réel mal-être. Le problème avec le patriarcat, c'est qu'on pointe du doigt les femmes comme responsables de ce mal-être, alors que la violence ne se retrouve pas du côté des femmes, mais plutôt du côté des hommes, avec des comportements à risque pour eux-mêmes, pour les autres. Et il y a un élément très intéressant, c'est les discours sexistes qui pullulent depuis des siècles, qui, je pense, empoisonnent les hommes, en leur faisant croire que les femmes sont responsables de leur misère. On les dédouane peut-être de leur propre violence et de la violence qu'ils subissent, des carcans beaucoup trop étroits qui les enferment avec le patriarcat. Car ce ne sont pas les femmes qui envoient les hommes au combat, ce ne sont pas les femmes qui les violentent, dans la majorité des cas. Ce sont les femmes qui subissent ces violences, et les auteurs de violences sont, dans l'écrasante majorité des cas, des hommes. Et cela a un coût pour la société, un coût qu'on ne prend pas vraiment suffisamment en compte. Heureusement, il y a des essais féministes qui analysent la sociologie, l'histoire et le coût pour la société de cette violence masculine. La lecture de ce premier roman de Victoria Mass m'a ouvert les yeux et j'ai particulièrement aimé les personnages féminins et la sororité qui s'oppose à la violence. À travers des personnages féminins comme Louise, Geneviève, Thérèse ou Eugénie, l'autrice invite à la sororité. Les aliénés de ce roman sont de tous les âges. Louise est une adolescente exposée au regard des hommes lors de ses crises. Eugénie, 19 ans, internée pour son don de voir les morts, fait un écho direct au don décrit dans La sorcière de Maria Ndiaye dont je vous parlais dans un autre épisode. Thérèse, une ancienne prostituée qui a osé la révolte en jetant son compagnon violent dans la Seine, est également internée. Des femmes au passé différent, que tout oppose parfois, qui deviennent alors complices dans ce monde hostile. Un sujet qui me rappelle un autre texte dont je vous parlais dans un précédent podcast, le texte « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan, qui raconte la maladie tragique de sa mère. Car le monde ne semble pas du tout adapté aux femmes, et c'est une forme de survie pour les femmes que de vivre dans un monde sexiste, raciste, validiste et classiste.
si je peux me permettre. Ce que ces femmes ont en commun, ces internées, c'est qu'elles avaient le tort d'être libres. Et les hommes ne les veulent pas libres. Ils les préfèrent soumises. Eugénie, par exemple, se cultive. Elle veut faire ce que son frère fait, ce qui lui est interdit. Ce sexisme ordinaire, le féminisme l'a combattu. Je pense ici à Virginia Woolf et son essai Une chambre à soi, sur l'accès des femmes à l'étude, ou encore à l'essai Les grandes oubliées de Titiou Lecoq, qui revient sur l'effacement systématique du savoir féminin. Je me permets un aparté sur la représentation et sur l'effacement des femmes, notamment à travers la littérature ou encore à travers les films. L'excellent film À la rencontre de Forrester, où Sean Connery incarne William Forrester, un auteur mythique et solitaire, qui d'ailleurs représente tout ce qu'on pense des écrivains torturés, à la Hemingway, ce qui a été décrit d'ailleurs par Alice Zeniter dans Toute une moitié du monde. C'est un très bon film, car ça montre une réelle amitié entre deux hommes. Ce qui m'a déplu dans ce film, c'est pas le jeu d'acteur, c'est l'invisibilisation des femmes. Ce film ne passe pas le test de Bechdel. C'est un outil qui sert à mesurer la place des femmes dans les œuvres de fiction, que ce soit dans les livres ou dans les films. En fait, dans le film À la rencontre de Forrester, il n'y a pas une seule mention de grandes autrices. Et il n'y a quasiment pas d'actrices. Et les actrices parlent très peu. Pour passer le test de Bechdel, il faut respecter 3 règles. L'œuvre doit contenir 2 personnages féminins qui ont un nom, ce qui n'est pas forcément le cas dans ce film. Ces 2 femmes doivent se parler entre elles. Dans le corps professoral, il n'y a pas de femmes. Autour de Jamal, il n'y a que des amis. Il y a bien sûr sa mère, il y a sa dulcinée, mais c'est tout. Et elles ne parlent pas entre elles. Et je ne me souviens pas du prénom de la mère de Jamal. Et leur discussion entre elles doit porter sur autre chose que sur un homme. Pourtant, dans ce film, on ne parle que de l'écriture des hommes. On ne parle que de l'amitié entre 2 hommes. On ne parle que des hommes et on ne parle pas des femmes. Alors je fais une critique sur ce film, pas parce qu'il n'était pas beau. J'ai vraiment pleuré en regardant ce film. Ça m'a profondément émue. Mais la critique que je formule, c'est l'invisibilisation du génie féminin. D'un point de vue féminin, ce film nous enferme dans des rôles. On est soit la mère, soit la dulcinée, mais on n'est pas des autrices en herbe. On n'est pas capable de créer. Et ça, c'est profondément injuste. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de connaître ce test, pour se rendre compte de l'invisibilisation des femmes. Parfois, c'est volontaire et politique. Parfois, ça ne l'est pas. On ne se rend pas compte de l'invisibilisation des femmes tant qu'on ne nous a pas mis devant le fait accompli. Il y a des films aussi qui vieillissent mal, qui sont le signe d'une époque également. Mais un film qui paraît dans les années 2000, qui invisibilise l'écriture des femmes, qui ne porte que sur 2 hommes, ça vient confirmer tout le travail des féministes qui est de montrer, de démontrer l'invisibilisation systémique des femmes dans nos représentations culturelles. Donc, les hommes sont surreprésentés dans les 3/4 des films, dans les 3/4 des œuvres, et c'est ça qui est profondément perturbant, et c'est pour ça que ma bibliothèque, même si j'ai lu des grands textes de grands auteurs que j'aime beaucoup, je pense à Joseph Kessel avec Les Cavaliers notamment, ou La Vallée des Rubis, pour vous donner une idée du type de livre que j'aime. Eh bien, dans ma bibliothèque, il n'y avait presque que des hommes, comme je le dis en intro. Je lisais des classiques, Romain Gary, Tolstoï. Tous mes classiques étaient des hommes, en réalité. Pourquoi ? Parce que je ne m'étais pas rendu compte, et c'est grâce à la lecture d'essais féministes que j'ai pu m'en rendre compte, que ce n'était que des représentations masculines. Des représentations masculines parfois sexistes. Des hommes qui parlent à la place des femmes. Des hommes qui ne laissent pas la parole aux femmes. Des hommes qui diffusent un discours
sexistes, misogynes. Je pense à Ronsard. Je pense aussi à des textes de la mythologie grecque. Fort heureusement, des femmes se saisissent de ces sujets et proposent des réécritures féministes. Alors, l'idée de mon podcast n'est pas de pilonner tous les grands classiques de la littérature, ni les classiques du cinéma. Au contraire, c'est de les regarder avec un autre point de vue et de se poser la question de la place des femmes dans ces films. La question est de savoir de quel point de vue on parle et quel est le message diffusé. C'est ça qui est très important et c'est pour ça que je vous propose une immersion dans une bibliothèque entièrement dédiée à l'écriture des femmes. Voilà, je termine cet aparté et je vous partage quelques citations marquantes de ce livre de Victoria Mass sur justement les thèmes abordés, l'aliénation, la dépossession du corps et de l'esprit. Début de citation. La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci de symptômes grotesques, des poupées molles entre les mains de médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau, des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt scientifique. Fin de citation. En voici une autre. Libres ou enfermées, en fin de compte, les femmes n'étaient en sécurité nulle part. Depuis toujours, elles étaient les premières concernées par des décisions qu'on prenait sans leur accord. Fin de citation. Alors, je vous propose d'aller plus loin dans vos lectures de récits féminins, parce que les récits féminins nous apportent un éclairage précieux sur leurs émotions, leur rapport à l'autre, mais aussi sur leur supplice dans un monde encore beaucoup trop misogyne. Alors je vous propose quelques références. Je pense d'abord au récit témoignage de Christine Angot sur l'inceste, notamment ses textes L'inceste, le voyage vers l'Est. À travers ces textes, l'autrice décrit une emprise terrible et souligne comment les pères commettent des actes de domination avec la complicité d'une société qui refuse trop souvent de reconnaître ce fléau. Dans un registre plus onirique, mais tout aussi cruel, je pense au roman Du domaine des murmures de Carole Martinez, qui présente l'histoire d'une emmurée, telle Antigone, là aussi maltraitée par la vie et surtout par son père. Sur la place des femmes et la docilité attendue d'elles, je pense au texte Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, qui est également un incontournable. Certaines scènes y montrent la violence gratuite de certains hommes envers les femmes. Et enfin, comment ne pas citer le texte terrible de Natacha Apana, La nuit au cœur. C'est un livre qui retrace la mécanique implacable des féminicides en France, une autre manière de silencier les femmes, et ce, en les anéantissant. Puisse ce podcast et ses idées de lecture vous ouvrir les yeux sur une réalité trop longtemps tue. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.